Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Vous le savez, on est ensemble pendant une demi-heure, 30 minutes, pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on fait école ensemble et je vous invite à prendre, oui, votre doudoune direction l'Antarctique et l'Arctique. Sans plus tarder, voici le sommaire. Depuis qu'elle existe, son succès ne se dément pas, c'est même le contraire. L'école polaire séduit de plus en plus d'élèves, sensibilisés, oui, au devenir de la planète. Mais comment? Vous allez voir que ça se passe dans un 3 mois. Rien que ça, Mathilde Vessels nous explique ça. Dans un instant, direction l'Arctique et l'Antarctique comme promis. Pourquoi la situation des pôles devrait tous nous alerter aujourd'hui en 2022? Est-ce que ça peut se dégrader encore un peu plus et dégrader encore plus vite que prévu? Élément de réponse avec nos invités dans un instant. Et puis quel remède justement face à ce dérèglement climatique? L'harmonie entre l'homme et la nature est-elle encore possible, oui ou non? La jeune génération est-elle plus sensible que les autres sur ces enjeux de tout premier ordre? On posera la question dans un instant à nos invités. Bonjour Mathilde. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mathilde Janot, responsable partenariat à la Fondation Le Français. J'ai dit terrain. Témoin d'épaule. Témoin d'épaule. Témoin d'épaule. Mais c'est ça, quand t'écris très mal, qu'est-ce que tu veux? Quand t'écris en patte de mouche, en mode médecin, c'est toujours très mauvais, effectivement. Témoin d'épaule. Et puis on sera en Skype dans un instant avec Mathieu Cliting, qui est directeur justement de l'école polaire. Ce sera juste après la loupe. C'est avec Mathilde. Vous aussi, vous avez une écriture patte de mouche ou pas? Alors non, j'écris très gros, moi. Voilà, donc comme ça, je me loupe pas, je vois bien ce que j'écris. C'est vrai que vous écrivez en 18, mais bon, je livre tous les secrets de l'émission. Voilà. Je peux même dire la chronique d'où je suis assis. On parle de quoi? Eh bien, on va parler effectivement de ce projet ambitieux, la Fondation Le Français Témoin d'épaule, qui est à l'origine de cette école polaire qui a pour but de sensibiliser, de responsabiliser les jeunes au réchauffement climatique en faisant connaître, aimer et respecter les pôles. Ça, ce sont vraiment les 3 points forts de cette école. Et quand nous évoquons évidemment les pôles, nous parlons de l'Antarctique et de l'Arctique, je le précise. Je suis encore sur l'écriture patte de mouche. Comment l'école polaire s'organise justement? Alors, il s'agit de partenariats dans toute la France entre l'école polaire et les écoles primaires, collèges et lycées. Ça va jusqu'en terminale avec des ateliers de découverte de l'Arctique et de l'Antarctique. Mais le gros plus de cette école, c'est bien le lieu où se passent les cours. C'est plutôt original, vous allez le voir. La cale d'un navire. Et oui, sur un magnifique 3-mâts appelé le Français, en hommage à Jean-Baptiste Charcot, parti découvrir le continent de l'Arctique en 1904. Ce bateau a été, celui que vous voyez à l'écran, a été construit en 1948 au Danemark et il vit actuellement sa 2e vie avec l'école polaire. Les élèves y sont accueillis pour effectuer des ateliers d'une demi-journée sur les régions polaires et leur rôle dans le climat. Ces ateliers sont divers avec par exemple des expériences scientifiques, des jeux, des débats et plein d'autres choses. Et le Français justement, il navigue, il va de port en port ou il reste à quai? Alors, il navigue effectivement, c'est ça le thème, j'ai envie de dire, original de l'école polaire. Il fait des escales sur différentes villes qui se trouvent sur la côte atlantique française, telles que Cherbourg, Granville, Rouen et Le Havre actuellement. Vous êtes, il me semble, là-bas. Et des escales prévues à l'avance, évidemment, avec les partenaires pour que les élèves puissent s'y retrouver et donc suivre les cours sur le bateau. Et au sol, à terre, que fait l'école polaire? Eh bien, avec les établissements scolaires, des projets sont co-construits sous forme d'enquêtes, d'interventions de spécialistes des régions polaires et du climat. C'est une très bonne initiative pour sensibiliser les jeunes et surtout l'école polaire s'adresse en priorité au public en situation défavorisée comme les réseaux d'éducation prioritaire par exemple. Et vous pouvez déjà noter dans votre agenda en 2024 une expédition scientifique est prévue au Groenland pour suivre les traces de l'explorateur Charcot et sera suivie de façon interactive avec les anciens élèves de l'école polaire. Voilà. On creuse tout ça. Allez, l'expression orale comme promis avec Mathilde Janot, qui est responsable des partenariats à la Fondation Le Français Témoin d'épaule. Et on est avec Mathieu Cliting, le directeur justement de cette école, l'école polaire. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes au grand air, on est en direct. Merci beaucoup. Avant de parler de l'école polaire avec ce panorama qui est véritablement magnifique, merci de nous offrir ça. Peut-être un mot de ce 3 mois qui lui aussi est sublime, le Français. Tout à fait. Alors on est à bord du Français, qui est du coup un 3-mâts barque et qui a été construit en 1948 sous un autre nom. C'était Kaskelot, qui veut dire cache Pandora. Et son objectif, c'était d'aller ravitailler le Groenland. Waouh. Et donc, il a des caractéristiques de bateau polaire. Il a une double coque en bois et il a surtout une coque arrondie qui permet de, s'il est comprimé par la glace, d'être
soulever et non pas écraser. Et ensuite, en 2018, il y a un passionné français qui a repris, qui a décidé de lui donner le nom du bateau de Charcot, Jean-Baptiste Charcot, qui était parti en expédition en Antarctique et qui a appelé du coup le français en hommage à ce navire-là. Faudra nous faire visiter un moment dans l'émission parce qu'on est juste jaloux. On est avec Mathilde qui elle aussi nous a dit que c'était tout simplement magnifique de pouvoir bosser dans un bureau pareil. Comment vous est venue l'idée justement de monter cette école polaire? Dites-nous tout. Alors l'idée ne venait pas nécessairement de moi, mais du coup notre président Jacques Pétry. Et en effet, lui, il avait eu l'idée de finalement émerveiller les jeunes. Et comment on pourrait émerveiller des jeunes? En fait, un bateau, un 3-mâts, ça émerveille à la fois les plus jeunes et les plus grands. Et dès qu'on monte à bord, on n'est plus finalement dans une démarche scolaire, mais on est dans une découverte, expédition. Et en fait, on peut plus facilement aussi comprendre et saisir toute cette notion environnementale, savoir que finalement un bateau comme ça montre le savoir-faire des centaines d'années. Et surtout, c'est une belle métaphore par rapport à l'environnement, parce que ça fonctionne à la voile. Et on ne peut pas le manœuvrer tout seul, on est obligé d'être à plusieurs. Et chacun est important pour chaque poste. Mathilde, vous êtes d'accord avec ça justement? Vous aussi, vous avez été accroché dès que vous avez vu le français, ça fonctionne chez les plus grands, mais également chez les plus petits? Ah oui, il n'y a pas d'âge pour ça, ouais. Complètement. Et alors, ça fait quoi de bosser dans un bureau pareil? C'est superbe. Surtout là, on ne le voit pas sur les images, mais quand les voiles sont sorties, c'est encore plus magnifique. Et comme le dit Mathieu, ça émerveille les petits et les grands, puisque on s'adresse surtout aux jeunes, mais ça arrive qu'il y ait des adultes qui accompagnent les jeunes pendant les ateliers. Et ils ont autant soif d'apprendre sur les sujets polaires et émerveillés d'être sur un 3-mâts. C'est quand même assez exceptionnel. Et c'est vrai que ça aide beaucoup aussi pour capter l'attention des jeunes. On adresse des sujets qui sont quand même assez difficiles sur le dérèglement climatique. Et ça, c'est un lieu qui met en immersion. On part en expédition, on va découvrir l'Arctique, l'Antarctique. Et sur un lieu comme ça de haute inspiration écologique, c'est vraiment un super levier. Mathieu disait que justement ce magnifique 3-mâts, c'était une belle métaphore justement concernant l'environnement. Pourquoi ? Déjà, c'est un moyen de se déplacer qui va utiliser moins d'énergie fossile que d'autres modes de transport. Donc rien que pour ça. Et puis pour reprendre les mots de Mathieu, effectivement, pour faire avancer un 3-mâts, surtout sur le navire Le Français où beaucoup de choses sont manuelles, on a intérêt à être nombreux, vraiment. Mathieu, la vie de collégien, de lycéen, est-ce que c'est vraiment compatible justement avec la protection et la sauvegarde de notre planète? Comment on leur fait comprendre? Nous, on a choisi de l'émerveillement, d'essayer aussi de faire comprendre par la manipulation, par l'image en fait de quelque chose qui est beaucoup plus global, notamment du coup les régions polaires, Arctique et Antarctique, comprendre comment ces régulateurs du climat fonctionnent et savoir ensuite qu'est-ce que ça pourrait impacter eux dans leur quotidien. Et ça nous permet d'ouvrir sur dans leur quotidien à eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour changer les choses et pour devenir acteurs à leur échelle. Et on lance des défis pour chacun, pour chaque classe, pour changer les choses dans l'école. Ce sont des défis dans les écoles. Et là, par exemple, c'est ce qui est en train de se passer maintenant, c'est des bilans carbone individuels pour les grands, pour les lycéens, pour prendre la température, à savoir aujourd'hui leur consommation en carbone sur une année. Ça consiste en quoi, alors qu'on entend les mots de j'adore, ça consiste en quoi justement ces bilans carbone individuels? Comment on fait? Ça prend combien de temps? Alors, ça prend environ 15-20 minutes. Après, il y a la partie aussi d'explication, d'analyse. Mais c'est surtout, en fait, on reprend les grandes thématiques, donc tout ce qui est le transport, le logement, la consommation, donc qui inclut consommation électronique et aussi consommation au niveau vestimentaire. Et le dernier, c'est l'alimentation. Mathilde, question. Oui, vous vous adressez aussi bien aux enfants qui sont en école primaire, collège et lycée. Est-ce que vous avez l'impression que les enfants qui ont aujourd'hui 7-8 ans sont plus réceptifs qu'avant à ces sujets du climat notamment? Souvent, en fait, les jeunes sont presque les plus concernés parce que ils comprennent très vite, ils sont très curieux. Et en effet, ces images leur parlent beaucoup. Là où, quand on est au collège, potentiellement, on commence à être plus intéressé par d'autres éléments et parfois on est plus détaché par rapport au sujet, mais ça revient généralement. Ouais. Mathilde, alors vous êtes responsable partenariat aujourd'hui dans la Fondation, mais vous avez aussi animé, et je crois que vous continuez encore à animer bon nombre d'ateliers. C'est quoi un bon atelier justement à l'école polaire? Un bon atelier, le déroulé. Ouais. On va commencer par toute la partie émerveillement sur les régions polaires. Donc c'est comprendre
ce qui distingue l'Arctique de l'Antarctique et les spécificités, les caractéristiques de ces régions-là. Ils connaissent un peu ou pas? Alors, je sais que c'est de 8 à 15, 16, voire même 18 ans. Ou... C'est très variable en fonction des classes. Alors, puis, il y a certaines classes qui ont l'occasion de se préparer avant de venir à bord, puisqu'on va partager un peu le contenu. Donc, ça peut aussi commencer à se mettre dans le bain avant de venir à l'atelier. Et donc, oui, il y en a certains qui sont en découverte totale et d'autres qui nous challenge un peu sur les informations ou les anecdotes à partager. Petit malin. Donc, voilà, on commence il y a toujours un ou deux petits malins qui traînent en classe, comme vous. Ça dure combien de temps une session? On a un format qui dure la demi-journée. Donc là, c'est 3 heures. Et puis, la classe qui est en ce moment avec Mathieu sont à bord pendant une journée. Donc ça laisse vraiment le temps d'aller approfondir, de comprendre le rôle régulateur des régions polaires dans le climat, de faire plusieurs types de jeux, puisque la méthodologie, notre matériel pédagogique est vraiment sur le jeu, le concret, la participation active des jeunes, plus qu'un cours descendant. Donc c'est quoi? Il y a beaucoup de quiz, j'imagine? Alors effectivement, la première partie, c'est sous forme de quiz, où pour chaque question qui est posée, après on va creuser ensemble, soit avec du matériel photo ou vidéo, soit par des expériences scientifiques, soit par des récits historiques. Qu'est-ce qui est la bonne réponse? Donc, par exemple, pour comprendre, je ne sais pas, le mécanisme de la montée des eaux avec la fonte des glaciers, on va faire une expérience spécifique dédiée pour montrer qu'est-ce qui se passe exactement. Et après, peut-être un peu plus, encore plus dans la manipulation, on a mis en place un atelier qui s'appelle la fresque polaire, qui est très inspiré de la fresque du climat, où là, les jeunes vont utiliser un jeu de cartes pour aller faire des connexions, interconnecter tout ce qui peut se passer dans la machine climatique centrée sur les régions polaires pour comprendre les causes et les conséquences du dérèglement du climat. Alors, j'ai 2 questions en une, mais j'essaie de... Voilà. Est-ce que vous allez ouvrir ça déjà aux adultes, peut-être, qui seraient intéressés? Et puis, j'imagine que l'expérience sur le bateau, ça change tout, plutôt que d'être en classe avec des élèves entre 4 murs. Là, ça amène vraiment un plus pour les élèves? Ça amène un vrai plus. Alors, je vais prendre la dernière partie de la question. C'est un vrai plus, parce qu'on sort de la salle de classe. Bien sûr, ouais. Et ça crée un ancrage dans la mémoire. C'est beaucoup plus facile de capter l'attention. Les professeurs en sont très contents. Donc, ça crée un moment marquant. La deuxième chose, c'est qu'on met en immersion les élèves. Donc, quand on va parler d'épaule, on n'est pas sur n'importe quel 3-mâts. Ce n'est pas un 3-mâts lambda. Déjà, c'est fantastique, mais c'est aussi un 3-mâts qui a été faire du ravitaillement en Groenland, qui est taillé pour aller dans les régions polaires. Et puis, ça... Donc, il va y retourner. Voilà. Et pour la première partie de la question... Pour les adultes. Pour les adultes, oui, forcément. Puis on peut complètement adapter ça pour tout public. C'est vrai que nous, on se concentre beaucoup sur les jeunes, puisque est née l'école polaire pour cette raison de transmission auprès des jeunes qui vont vivre de plein fouet le dérèglement du climat. Mais évidemment, en fonction des ressources, c'est forcément quelque chose qui peut aussi nous intéresser. Alors justement, Mathieu, la pédagogie est importante, on le disait à un instant, le discours aussi, il faut alerter sans culpabiliser, il faut informer sans faire peur. On place où le curseur? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Nous, on a vraiment choisi ce créneau. Concrètement, c'est vrai que les jeunes, ils sont pour rien là-dedans. Donc l'idée, c'est pas de leur faire peur, c'est de leur faire prendre conscience par l'information de ce qui se passe et ensuite leur donner des outils pour savoir comment le faire de façon utile. Quel est le message le plus difficile à faire passer selon vous, Mathieu? Le plus difficile? Ouais, quel est le message le plus dur, peut-être le plus délicat à faire passer, à faire comprendre? Le plus délicat, c'est de dire que si on ne fait rien et s'il n'y a pas de prise de conscience finalement globalisée, en effet, la Terre sera plus vraiment vivable d'ici 100 ans. Et ça, c'est assez compliqué à expliquer et aussi à entendre, parce que c'est-à-dire que pour eux, c'est un futur qui est quand même compromis. Vous avez informé combien de jeunes depuis le début de l'aventure? Vous le savez ou pas du tout? Là, on a sensibilisé plus de 5500 jeunes depuis août dernier. Wow. Et que vous dit justement cette jeune génération? Vous les sentez réceptifs à tout ce discours justement et à votre méthode? Alors ils sont très réceptifs et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous expliquent qu'ils entendent beaucoup parler de la changement climatique, mais souvent pas de la bonne façon, parce qu'ils entendent parler des conséquences, ils entendent parler de tout ce qui va mal, mais ils entendent rarement des solutions qui sont possibles à leur échelle. Et eux disent en fait le problème c'est que c'est très anxiogène et nous on ne sait pas quoi faire aujourd'hui dans notre quotidien. Alors justement, quelles solutions préconisez-vous? Les solutions, en fait, elles sont multiples, il y en a beaucoup, et ça part de l'alimentation, c'est aussi au niveau du logement, au niveau du chauffage, au niveau de la consommation électrique, au niveau du transport, au niveau de la consommation qui devrait être plus raisonnée, plus locale, et en fait, c'est un peu un tout avec finalement
tout un aspect également qui après est bénéfique pour la santé, aussi au niveau social, et donc ça permet demain, si possible, d'arriver sur un modèle de société qui est beaucoup plus raisonné et beaucoup plus responsable pour le futur. Mathilde, quel regard porte l'Éducation nationale sur votre travail? Vous êtes en lien avec eux ou... Oui, un peu. Un peu je pense un regard positif, vu qu'il y a aussi une volonté forcément d'intégrer toute la partie éducation et développement durable dans les programmes scolaires. Oui. Donc ça, c'est sûr. Et donc ça vient en complément, donc oui, c'est très positif. Justement, ça vient compléter le programme scolaire, c'est ça? Oui. Ouais. L'idée, c'est de pouvoir apporter un complément plus pratique et concret par rapport aux sujets qui sont abordés par les enseignants dans l'année. Et le gros défi, forcément, c'est de réussir à décloisonner ça entre les différentes matières, puisque le dérèglement climatique, on peut le voir sous toutes les matières, au final, qui existent à l'école. Mathieu, est-ce que vous arrivez à toucher justement tous les enfants, c'était dit en introduction, de toutes origines, de toutes classes sociales, et les ruraux comme les urbains? Alors tout à fait, et on s'est mis, nous on voulait en fait justement essayer de sensibiliser aussi les jeunes qui malheureusement sont plus défavorisés au niveau de l'éducation, au niveau du milieu social. Et aujourd'hui on a 40% des jeunes qui sont accueillis à bord du navire qui sont issus en fait de classes qu'on appelle défavorisées, donc notamment tout ce qui est réseau d'éducation prioritaire, tout ce qui est classe SECPA, classe du coup langage, qui est notamment les enfants qui ont des problèmes de type 10, dysphonie, dyslexie. Et aussi récemment, on a eu des élèves allophones, donc ce sont des élèves qui apprennent le français, qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps en France, qui sont souvent réfugiés. Et ce qui est incroyable, c'est que finalement notre modèle fonctionne pas mal pour ces jeunes aussi, alors que pourtant on ne l'adapte pas du tout. Et donc on a réussi à créer un modèle qui est très sur la pratique, sur le visuel, sur la manipulation, et pas trop finalement sur le théorique avec un cours magistral comme malheureusement on peut l'avoir beaucoup encore dans le système éducatif. C'est-à-dire que la méthode, Mathilde, d'après vous, vous pouvez la dupliquer à l'infini, quel que soit le thème? Oui, je pense. Quel que soit le sujet. Après, nous, le sujet qui nous intéresse forcément, oui, sur lequel on est passionné, c'est cet angle-là, mais... Oui, avec en toile de fond, bien sûr, l'expédition en 2024, oui, vous nous l'avez dit. Ouais. Et puis mettre en relation les élèves avec des chercheurs, avec des scientifiques, au-delà de comprendre, avoir des clés de compréhension sur les régions polaires, le climat. Ouais. Il y a aussi toute la partie mise en lien avec des métiers. Bien sûr. Certains jeunes, ça peut vraiment déclencher des vocations de discuter super. Avec une Heidi Seves, qui est une glaciologue très inspirante, qui va parler avec beaucoup de passion de son métier. Et ça arrive souvent qu'on ait en face de nous une jeune qui va dire « mais c'est quoi glaciologue exactement ?» Et donc il y a aussi toute cette facette-là qui est très intéressante. Mathieu, pourquoi faut-il s'intéresser absolument au pôle pour comprendre justement la situation? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir très bien entendu, mais j'ai compris pourquoi s'intéresser spécifiquement au pôle, c'est ça? Oui, j'en fais la question, effectivement. Mathieu, pourquoi faut-il absolument s'intéresser au pôle pour avoir cette vision globale concernant le réchauffement climatique, et dans quelle mesure ça s'accélère? En fait, les pôles, pour plusieurs raisons, sont le lieu où le réchauffement climatique s'accélère le plus rapidement. On a un réchauffement qui est 3 à 4 fois plus rapide que le reste de la Terre. Et si demain on perd les pôles, on a notamment tout le problème du dégel du permafrost qui enverrait beaucoup plus de méthane dans l'air, donc de gaz à effet de serre. Il y a tout le sujet de montée des eaux avec les glaciers qui sont des immenses réserves d'eau. Il y a tout le problème aussi de la biodiversité qui est très lié en fait à la banquise. Et après les courants marins qui sont également influencés, notamment le Gulf Stream, par la banquise qui se trouve au niveau de l'Arctique. Mathilde. Non, effectivement. Après, ce qui m'intéressait, moi, c'était aussi 2024. Vous disiez que vous allez aller au Groenland. Et expliquez-nous. Elle n'est pas du tout intéressée, la question, là. Non, mais c'est vachement intéressant. Il y a de la place sur le France ou pas? On peut venir avec vous ou pas? On peut venir avec vous ou pas? Mathieu. Alors, de la place, pas dit. On est actuellement en recherche pour financer l'expédition. Mince, j'aurais essayé. Ici, de nombreux mécènes individuels ou de niveaux d'entreprise se sentent l'âme de relancer les recherches scientifiques, notamment dans les régions arctiques. Et écoutez, on pourra armer un très grand navire et accueillir un grand nombre de personnes. Mais l'idée, c'est de faire en fait une expédition pour comparer les résultats du commandant Charcot, qui lui a étudié ces lieux-là il y a 100 ans, et voir 100 ans plus tard comment tout ça évolue, avec différents scientifiques, et si possible, bien sûr, avec un navire qui est à faible impact carbone, pour aller dans ces régions qui sont très fragiles.
On sent effectivement qu'il vous a très largement inspiré. Ça va prendre combien de temps cette expédition justement, et mesurer l'évolution de tous ces écosystèmes? Oui, Mathieu. On estime environ une durée de 3 mois d'expédition. 3 mois d'expédition. Et combien de temps en termes de préparation, Mathilde? En termes de préparation. En termes de préparation. Vous y êtes déjà, vous préparez déjà là? Alors, on est déjà en train de préparer et Mathieu a une visibilité justement sur ce point du projet qui serait peut-être plus fine. D'accord. Justement, Mathieu, vous y préparez dès maintenant pour cette expédition en 2024. Quel type d'autorisation il faut? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut préparer en amont? Il faut penser à quoi? Déjà, il faut un véritable projet scientifique, donc c'est-à-dire réunir des scientifiques non complémentaires qui ont un projet commun avec différents types de recherches qui sont possibles avec ce type d'outils, notamment le navire qu'on aura à disposition. Et après, bien sûr, nous, on aimerait bien faire un projet qui soit européen, donc avec potentiellement une alliance, une collaboration avec un laboratoire danois, parce que le Groenland est danois, et pour pouvoir rendre ce projet totalement européen avec une recherche qui soit finalement pertinente par rapport aux intérêts au niveau de la compréhension du réchauffement climatique. Sur cette thématique du réchauffement climatique, vous avez le sentiment que ça peut bouger au niveau politique ou que ça va venir de la part des citoyens? C'est un tout, en fait. Les citoyens, mine de rien, aujourd'hui, en étant plus impliqués au niveau environnemental, vont forcément influencer les politiques, puisque c'est nous qui choisissons les politiques de demain. Donc tout est interlié, et ensuite, bien sûr, c'est aux politiques d'accélérer le process en choisissant des règles, des lois qui vont avoir un impact finalement fort sur le dérèglement climatique. L'info en plus avec Mathilde. Et ma chère Mathilde, vous nous parlez d'étudiants qui, eux aussi, justement, s'engagent pour le climat. Peut-être qu'ils iront avec vous au Groenland. Pas de place. Ils sont 6, Baptiste, Niels, Olivier, Lana, Clément et Margot. Ils sont donc étudiants à l'École normale supérieure. Ils ont embarqué le 6 octobre dernier pour 6 mois de recherche scientifique en Antarctique pour la vulgariser. Ils sont spécialistes, alors c'est des têtes, en microbiologie, physique du climat, chimie des microplastiques. Et donc, ils ont fait le choix de mettre... Nous aussi, hein. Nous aussi, oui. Alors, moi, en microplastique, mais... Ouais. Je vous laisse la microchimie. C'est ça, exactement. Merci, je prends. Et ils ont mis... en tout cas, ils ont fait le choix de mettre leur domaine de recherche en relation et donc de prélever des échantillons sur place et ensuite les analyser. Et ils sont encadrés, accompagnés? Oui, par un navigateur. Il s'agit de Thierry Dubois, finaliste de 2 courses du Vendée Globe et 3 tours du monde en solitaire. Donc, je pense qu'il connaît bien. Il a le pied marin, en tout cas, il n'y a pas de souci. Il est le capitaine du bateau La Louise qui a vu sa cale se transformer pour l'occasion en laboratoire. Alors, pour la pédagogie, les étudiants ont choisi Jamie Gourmaud. On le connaît, vous savez, c'est le présentateur, l'animateur de C'est pas sorcier sur France Télévisions. Donc, c'est le parrain du projet. Car le but, évidemment, c'est de donner envie aux élèves de se tourner vers ces métiers utiles pour la préservation des pôles et du climat. Alors Mathilde, la Fondation est inspirée des expéditions polaires du commandant, on en le disait tout à l'heure, Jean-Baptiste Charcot. Il est important aujourd'hui de s'inspirer de ce qu'il a fait et de marcher dans ses traces? Complètement. Déjà, c'est très inspirant parce que le premier hivernage français en Antarctique a été avec son navire Le Français en 1904. Et il n'y allait pas pour la performance ou il avait des raisons très à lui. Il disait qu'il faisait œuvre utile. Donc pour la science, pour la transmission, il avait toute une partie pédagogique qui voulait transmettre ce qu'il découvrait sur place. Donc c'est aussi de cette façon-là, nous, qu'on a envie de suivre ses traces. Il y a Anne Manipou-Charcot qui est l'arrière-petite-fille du médecin explorateur, exactement, qui fait partie du conseil d'administration du Français Témoin des Pôles et qui aussi a monté une association sur les amis de Jean-Baptiste Charcot et qui est très impliquée aussi par rapport à ça et comment transmettre auprès des jeunes l'histoire de son arrière-grand-père. Donc par exemple, il y a les ateliers de l'école polaire, mais il y a aussi d'autres événements qu'on organise au cours de l'année pour ancrer sur la durée nos actions. Et a été possible d'organiser une visite de la maison de Charcot avec une classe. Donc ça a été un moment assez fort. On a vu que vous participez également à beaucoup de festivals, c'est encore le cas tout cet été. D'ailleurs, le 14 juillet, vous êtes où ? Le 14 juillet, on est à Paris. Non, à partir du mois d'août, effectivement, tout le mois d'août, on va être à La Rochelle
Ouais. Et donc là, c'est le moment de l'année où on va... J'ai vu 14 juillet à la fête maritime de Brest, mais peut-être que je me Alors, trompe. le navire Le Français, oui. Alors, Le c'est Français. forcément, donc, le navire a aussi plein d'autres activités. Nous, on est une des activités parmi toutes celles qui font. Et côté école polaire, donc là, vraiment sensibilisation à l'environnement. La prochaine étape escale, on va dire, c'est La Rochelle, et avec cette fois-ci adressée aux vacanciers. Donc, des ateliers de l'école polaire le matin pour les jeunes. Visite du navire aussi l'après-midi. Et puis là, en plus, des sorties en mer qui seront prévues. On va vous envoyer Mathilde. Ah ouais, les sorties en mer, en plus, c'est Il faut top, venir. c'est Mais super. je vous préviens, elle vient toujours à cheval. Alors moi, je serai à Honfleur en plus, je serai pas très loin, mais Juste à côté. je viendrai à cheval, c'est vrai. Bah oui, c'est bien le problème. Elle prend de la place avec son cheval. Merci en tout cas à vous, ma chère Mathilde. Mathilde, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice des partenariats au sein de la Fondation Le Français Témoin d'épaule. Mathilde Jeannot, et on remercie bien sûr Mathieu, qui a dû nous quitter, qui a dû nous quitter, Mathieu Cliting, qui est directeur de l'école polaire et qui a donc dû reprendre effectivement au plus vite ses formations, ses cours avec ses élèves qui sont ô combien inspirés. Un grand merci à tous les deux. Merci Mathilde, beaucoup. à très vite. Mais oui, on se retrouve. Encore bien rigolé aujourd'hui. À très vite sur School TV.